Bonjour, je m'appelle Marc Villeneuve et je suis le coordinateur de l'enseignement à distance à l'Université d'Ottawa. J'aimerais commencer tout d'abord par féliciter Alain Langlois et son équipe pour la qualité de cet événement. Alain est un gars méticuleux, passionné, alors c'est pas très surprenant que l'événement se déroule aussi bien. Alain et moi partageons quelque chose d'assez particulier. Nous sommes tous les deux dans le domaine de l'enseignement à distance depuis très longtemps. Et nos noms, à travers les années, ont circulé sur toutes sortes de documents, messages, courriels, etc. Par contre, on peut dire que nous travaillons relativement dans l'ombre. Je ne me trompe pas, Alain, je pense. Donc, à l'arrière-plan. Rien de particulier là-dedans, sauf que nous devons très souvent confirmer qui nous sommes. Je me fais souvent demander qui je suis, et je suis en effet Marc Villeneuve. Dans le sens que « Ah, c'est toi, Marc Villeneuve! » Alors, pourquoi je vous dis tout ça? J'aimerais vous confirmer qu'Alain Langlois est bien Alain Langlois, mais surtout pour vous dire qu'Alain serait un excellent conférencier d'ouverture dans un prochain colloque du REFAL. Donc, au menu pour cette présentation, je vais dire quelques mots sur l'Université d'Ottawa et nos programmes d'enseignement à distance. On va parler de la salle d'apprentissage actif et le pourquoi, passer quelques minutes sur ça. La salle d'apprentissage actif et l'enseignement à distance. Alors, on parle non seulement d'une salle d'apprentissage actif, mais on parle de la combiner avec une salle de vidéoconférence. Les leçons en cours de route, passer un peu de temps sur ça, une dizaine de minutes, un bref mot de la fin et 5 minutes de questions. Ça vous va? J'aimerais peut-être un petit sondage. Levez la main si... j'aimerais savoir, dans le groupe ici, il y en a combien qui, dans leurs institutions, ont des salles d'apprentissage actif? OK. À peu près le tiers, peut-être? Donc, parmi ceux qui ont des salles d'apprentissage actif, il y en a combien qui ont des salles d'apprentissage actif qui sont en même temps des salles de vidéoconférence? OK. Peut-être. OK. Un pourcentage moins. OK, d'accord. Merci. Donc, pour continuer, je suis responsable, entre autres, d'assigner les salles de classe aux facultés et départements pour leurs cours à distance. J'aide aussi les professeurs à se familiariser avec les technologies à partir de formations individualisées. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement à distance, tant au niveau technique que logistique. Je ne me considère pas nécessairement un techie ni un pédagogue, mais si je devais me décrire, je me décrirais plutôt comme un facilitateur, un genre de Michael Cohen de l'enseignement à distance. À l'Université d'Ottawa, pas beaucoup de gens qui écoutent CNN, à l'Université d'Ottawa, nous avons près d'une quinzaine de salles de vidéoconférence réparties sur notre campus principal et nos sites externes. Nous diffusons environ entre 150 et 160 cours en direct par vidéoconférence par année à travers notre réseau. Depuis, difficile à mentionner, mais depuis 10 à 15 ans, les réseaux ont diminué beaucoup dans le domaine, du moins en Ontario. L'aspect de vidéoconférence est beaucoup plus local maintenant, localisé. Mais je pense qu'avec les coupures et les collaborations entre institutions, je pense que ça risque de changer bientôt. Donc, ma présentation aujourd'hui portera sur la conception jusqu'à l'actualisation de la toute première salle d'apprentissage actif à l'Université d'Ottawa. J'ai fait une présentation semblable en anglais l'an dernier à la Conférence mondiale sur l'enseignement à distance à Toronto. Excusez-moi, l'apprentissage en ligne à Toronto, excusez-moi. Ce que j'ai constaté suite aux questions des gens présents et ceux qui m'ont écrit subséquemment, c'est que les gens étaient surtout intéressés de façon assez importante aux leçons que nous, on a passées, les leçons apprises, les leçons qu'on a passées, les choses qu'on a passées à travers dans le processus de créer cette salle-là.
Je vais donc axer ma présentation en grande partie sur ce thème. Alors, donc pourquoi? Je pense que j'avais une diapo ici. OK, non. Donc, autour de 2009-2010, on a finalement constaté, je devrais dire, un manque d'intérêt de la part des facultés envers l'une de nos salles de vidéoconférence. C'est cette salle de taille moyenne, c'est-à-dire entre 50 et 60 places, avec des sièges fixes, ne semble plus intéresser personne. C'était jadis notre salle la plus voulue, la plus demandée. Donc, cette constatation qui a amené au processus qui a conduit à l'inauguration, de notre toute première salle d'actifs enseignement à distance 3 ans plus tard. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, notre but initial n'était pas nécessairement de concevoir une salle d'apprentissage actif. Non, notre objectif était beaucoup plus modeste. Nous voulions simplement trouver une façon de rendre un espace désuète utile. Alors, pourquoi cette salle est devenue désuète? On la voit ici. C'est une salle qui... Excusez-moi, c'est une salle qui a peu de caractère, du moins quand on la voit en 2019. C'est une salle qui ne possède pas énormément de technologie. On voit sur les bureaux, c'est assez vide. Mais la principale raison que cette salle n'était pas voulue ou manquait d'intérêt, c'est surtout au niveau de la disposition des sièges, des tables et aussi le nombre. Donc, nous savions que les facultés recherchaient des salles de classe plus grandes pour augmenter leur nombre d'étudiants, du moins au niveau des cours de premier cycle. L'ouverture des sections de 50 ou 60 élèves semblait chose du passé. La faculté semblait chercher à optimiser le nombre d'étudiants dans l'ensemble de leur offre de cours. Par contre, ça n'expliquait pas nécessairement pourquoi les programmes aux études supérieures ne voulaient plus cette salle-là. Dans les rares cas où on avait des demandes pour cette salle-là, c'était fréquent que la semaine suivante, on se faisait demander d'échanger d'endroit. Alors, nous devions trouver rapidement une solution pour rendre cette salle plus attrayante et utile pour la faculté et le département, sinon on aurait perdu l'espace, ou du moins le contrôle de cet espace. Bon, alors ce que nous savions pour l'essentiel que nos cours de deuxième cycle demandaient de plus en plus des salles de type séminaire ou des salles de travail de groupe plus faciles et plus flexibles, donc mobilier non fixe. Nous savions bien sûr que la taille de nos salles, la taille moyenne ne pouvait pas être augmentée, évidemment, pour accueillir de plus grand nombre d'étudiants du premier cycle. Notre tâche était donc de concevoir un espace qui profiterait aux cours de deuxième cycle et en même temps aux cours de premier cycle. Nous avions aussi constaté qu'un grand nombre de professeurs souhaitaient utiliser la technologie de manière plus efficace dans leur enseignement. Donc, à partir de ces constats, nous avons examiné ce qui se faisait ailleurs. Étonnamment, pas grand-chose, à l'époque du moins. Drôle de parler d'époque quand on parle d'il y a 10 ans. La salle de classe additionnelle était toujours roi presque partout dans nos recherches. Il y avait quelques projets ici et là impliquant la conception de nouvelles salles de classe basées sur l'idée d'impliquer davantage les étudiants dans leur apprentissage. Les tendances allaient vers l'implication active plutôt que passive de l'apprenant dans son apprentissage. La conception des salles emboîtait le pas tranquillement. Les résultats, bien que limités, apparaissaient très prometteurs. Quelques projets notables, peut-être que vous les connaissez, le projet TEAL à MIT, pour les étudiants en physique qui avaient des difficultés avec la matière, et aussi à McGill. Je ne sais pas s'il y a des gens de McGill ici, mais McGill a fait des études assez intéressantes avec l'infrarouge pour analyser les mouvements du professeur en salle de classe. Donc, un grand penseur nous dit que en apprentissage, tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques et j'apprends. On voit les 6 points majeurs dans une pédagogie active, donc le questionnement, la planification, la recherche, la création, l'amélioration et la présentation.
L'apprentissage actif, dans son sens large, est une stratégie d'apprentissage où on implique l'étudiant dans une tâche afin de le faire réfléchir sur ce qu'il fait par opposition aux stratégies pédagogiques dites passives ou traditionnelles, comme l'enseignement magistral. Donc, à partir de nos recherches et observations, nous nous sommes entendus que notre nouvelle salle devait privilégier cette approche, que la conception de la salle devait aider nos professeurs à migrer vers une approche plus axée sur la participation de l'étudiant dans son apprentissage. Donc, le processus, donc le premier ordre d'idée était finalement d'obtenir le feu vert de notre administration. Donc, sachant que nous étions sur des bases assez solides pour faire approuver notre projet, nous l'avons présenté basé sur les engagements suivants. Donc, le premier, il devait être fondé sur les meilleures pratiques actuelles en matière d'éducation. Il devait inclure la vidéoconférence. Évidemment, c'était une salle de vidéoconférence qu'on devait reproduire. Cette salle-là il devait être possible de la reproduire ailleurs, au niveau technique et au niveau de la disposition des mobiliers. Et les coûts de la salle devaient sortir de notre budget d'achat d'équipement sur deux années fiscales. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'apprentissage actif et l'enseignement à distance. Donc, on parle d'une salle qui combine un petit peu les deux. Donc, la conception d'une salle pour l'apprentissage actif est relativement simple. Ces salles reposent surtout sur la disposition des mobiliers, des équipements et des logiciels de partage, de sondage et de résolution de problèmes, comme exemple. La conception d'une salle qui favorise l'engagement de tous les étudiants, incluant ceux à distance, demande une réflexion beaucoup plus profonde. Alors, comment, par exemple, inclure les étudiants à distance dans des travaux de groupe? Comment s'assurer que les caméras iront à l'endroit prévu par l'enseignant? Comment s'assurer que tout le monde voit ce que le professeur veut qu'il voit? Et donc, toujours la caméra qui est sur le professeur. Alors, les quelques 75 années d'expérience combinée de notre équipe ont aidé beaucoup à concevoir cet espace. Alors, on voit notre équipe ici, qui travaille sur... Non, ce n'est pas notre équipe, ça, du tout. Donc, ce n'est pas la bonne diapo. La majorité de notre temps était consacrée à la logistique et à la programmation. Les systèmes de contrôle devaient être programmés pour que l'équipement réagisse comme nous le voulions, en réaction aux actions des professeurs. Il fallait s'assurer que l'expérience des étudiants à l'extérieur soit identique à ceux en salle de classe. Nous avons travaillé avec une compagnie d'audiovisuel réputée, qui se spécialise dans les systèmes de contrôle, pour mettre ce concept à exécution. C'était en fait une première expérience pour cette compagnie-là dans ce genre de projet. Donc, une longue période d'expérimentation a été entamée pour arriver à un système optimal et logique. Puisque chaque action engendrait une réaction qui, elle, en engendrait d'autres, il fallait fréquemment recommencer du début lorsqu'une erreur de logique se produisait. Par exemple, si l'image de la caméra document était vue par les étudiants à l'extérieur, mais pas par ceux dans la salle de classe, il fallait retourner à la source de la distribution vidéo et revoir si une règle spécifique s'appliquait et pourquoi. Ce genre d'erreur nous a valu beaucoup de temps de consultation et d'essais tout au long du processus. Le design final a finalement fait l'objet d'un article dans un magazine dans le domaine de l'audiovisuel. Nous avons finalement inauguré la salle en 2013, 3 ans après le début de notre aventure. Il faut dire que nous avons utilisé la salle quelques mois auparavant pour régler tous les petits problèmes, les petits bobos. Alors, voici de quoi la salle que vous avez vue tout à l'heure ressemble. Donc, si on entend ça... OK. 15 minutes, d'accord. Donc, si on regarde l'image du haut, on voit que cet espace-là a été complètement transformé. Donc, on voit 6 tables d'étudiants avec 6 chaises chacune. Donc, on parle d'une capacité de 36 places. Chaque table, on le voit, j'ai une diapo pour le montrer de plus près. Donc, on voit que dans la salle, un des objectifs qu'on avait, c'était de sortir l'enseignant, le professeur de sa zone de confort. Donc, on n'a pas de devant ni d'arrière, ni vraiment de côté. Donc, le professeur qui rentre dans cet espace, les étudiants qui rentrent dans cet espace, voient automatiquement qu'il y a quelque chose de différent qui va se passer et que nos livres vont être déposés où il y a un espace, où il y a de la place.
Donc, je vais passer à la prochaine diapo pour vous montrer un petit peu plus. OK. Donc, le moteur de la salle, c'est-à-dire tout ce qui fait fonctionner les appareils, les équipements sont ici. On voit la matrice vidéo, c'est-à-dire l'appareil qui envoie les vidéos aux différents endroits. On voit le système de contrôle qui travaille en collaboration, juste ici. Les ordinateurs, c'est des dual boot, donc c'est des Mac et des PC qui appartiennent à chacune des tables. Donc, tous les tables sont numérotées. Chaque ordinateur appartient à une table en particulier. Ceci facilite la tâche aux professeurs et aux étudiants pour, par exemple, afficher leur présentation sur le mur vidéo qu'on a vu tout à l'heure sur le côté de la salle. En fait, je veux ça ici, là. Donc on peut voir l'écran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout ça, c'est flexible. Donc, ça peut être 4, 2, 3, 1. Mais chaque salle a un numéro. Donc, ça, c'est la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et finalement la 6. Donc, pour le contrôle des caméras, on a tous ces appareils. Ce qui contrôle le système de son est ici. Et la tablette de contrôle sur le dessus du bureau est ici. Donc, les leçons en cours de route, au niveau des détails toujours importants dans ce genre de domaine. Donc, dans la mesure du possible, de minimiser le déplacement des tables. Si vous voulez le bordel, mettez des mobiliers non fixes. Bien placés, les mobiliers peuvent être à 80% fixes sans rendre les travaux de groupe difficiles. Assurer un support technique constant et de qualité. C'est peut-être la chose la plus importante. Les enseignants vont être beaucoup plus à l'aise à expérimenter s'ils peuvent compter sur un appui constant. Les tableaux blancs, donc vous avez remarqué que c'est pas mal blanc là-dedans. Donc les murs sont blancs, tout est blanc. L'idée c'était que si un étudiant, un professeur a des conversations dans le coin, ils ont une idée, bien, ils peuvent l'écrire soit sur le mur. Donc c'est tous des murs qu'on peut écrire et tout ça. Et peut-être qu'on prend notre cellulaire et on prend une photo et ça devient un fichier et on part de là. Au niveau, avant d'aller plus loin, je veux juste décrire un petit peu les tables. Donc, les tables, c'est assez simple. 2 écrans de 50 pouces, côte à côte, avec une caméra web sur le dessus. Donc, 6 chaises, dual boot qui est ici. Donc, soit un PC ou un Mac, selon le cas. On a une tablette de contrôle simplifiée, donc qui fait certaines opérations, mais pas au complet. Le micro ici, on voit le micro, c'est un micro qui peut diriger les caméras si on décide de les programmer de cette façon. On a eu quelques petites difficultés avec cet aspect, mais à date, ça n'a pas été un problème extraordinaire. C'est la deuxième fois que je donne... Donc, le tableau blanc, les tableaux blancs, les murs blancs, faites vos recherches, ils deviennent tachés rapidement. Donc, on parle toujours des détails. Assurez-vous d'avoir assez de prise de courant. Les étudiants ont tous des laptops, ont tous des téléphones, ont tous des tablettes, donc, et parfois, ils emmènent les trois. La salle, en soi, est complexe, mais elle doit être intuitive. Alors, ça ne donne rien de rendre une salle tellement compliquée que personne ne va vouloir l'utiliser. La conception, selon nous du moins, doit sortir l'enseignant de sa zone de confort. Les vieilles habitudes sont extrêmement difficiles à délaisser. Donc, c'est pour cette raison que nous avons placé le podium, du moins, je vais vous montrer une salle dans d'autres diapos, mais qu'on place les podiums hydrauliques dans le centre de la salle. Donc, un peu à la Donald Trump, il y a des gens en arrière, il y a des gens en avant, des gens sur le côté, et ça déstabilise un petit peu. Vous êtes les experts. Ne laissez pas les intégrateurs décider pour vous. Point assez important. Pas de mauvaise foi, mais ils parlent souvent, eux, d'un point de vue corporatif, alors que nous, on œuvre dans un environnement éducatif qui est complètement différent. On n'a pas les mêmes clientèles, on n'a pas les mêmes réseaux,
On n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes budgets, alors on peut comprendre que souvent leur point de vue peut différer. L'autre chose, j'ai rajouté ça ce matin. Les mobiliers et équipements spécialisés ne sont pas obligatoires. Ne sont pas obligatoires. Ces mobiliers coûtent une fortune. Il n'y a pas de représentant de compagnie de mobilier ici. Et nous, tout ce que vous voyez dans nos salles sont de l'équipement de stock, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles sur l'étagère. Ils coûtent beaucoup moins cher. Et il faut se rappeler aussi que les meubles ne savent pas qu'ils sont spécialisés, alors on ne leur fait pas de... Il n'y a pas de problème pour leur ego. OK. Donc, pourquoi j'ai cette diapo? Pardon? That's right. Donc, c'est Kevin Costner dans Field of Dreams. Dans Field of Dreams, à un moment donné, Kevin Costner se promène. Moi, je ne l'ai pas vu le film, mais j'ai vu quelques extraits. Donc, Kevin Costner se promène dans un champ de maïs et il entend une voix qui dit « Build it and they will come. Build it and they will come. » En français, « Construis-le et ils viendront. » Alors, Kevin Costner construit un terrain de baseball dans un champ de maïs. Et comme par magie, les joueurs arrivent. Malheureusement, quand ça vient aux salles d'apprentissage actif, c'est pas nécessairement le cas. Ça prend beaucoup plus qu'une inauguration officielle. Donc, les leçons apprises au niveau de l'adoption. La promotion. Faites-en beaucoup. Faites des présentations aux diverses rencontres départementales. Ces rencontres entre collègues donnent souvent lieu à de bonnes conversations qui attraient aux méthodes d'enseignement et aux mérites de vos technologies et services. Mettez à profit vos communications internes destinées au corps professoral. Invitez les adjoints scolaires à visiter vos salles. Payez la pizza. Il ne faut surtout pas sous-estimer les gens qui travaillent à monter les cours à l'horaire. C'est eux, finalement, qui décideront où vont les cours. Misez sur vos champions. Tout le monde sait de quoi je parle quand je parle de champions. C'est sans doute une des stratégies les plus efficaces pour cibler vos profs. C'est ces professeurs qui ont adopté vos technologies qui sont les mieux placés pour encourager leurs collègues à expérimenter avec ce que vous offrez. Prévoir du support technique omniprésent et de qualité. C'est sans aucun doute l'aspect qui jouera le plus grand rôle dans l'adoption et assurera la pérennité de votre innovation et de vos services. Assurez que vos salles fonctionnent bien. Je n'irai pas dans les détails. Soyez patient. Le cycle d'adoption et d'innovation prend parfois beaucoup de temps. Puis croyez-y. Ça paraît quand vous y croyez, ça paraît quand vous n'y croyez pas. Donc, si vous y croyez, faites-le savoir. Montrez-le. Donc, le LPR 286, qui est la salle que je vous ai montrée tout à l'heure, est le précurseur de toutes nos salles subséquentes. On en a maintenant 4 autres de différentes tailles qui sont des salles apprentissage actif et en même temps des salles de vidéoconférence. Donc, j'ai pris quelques photos. Donc, celle à gauche, c'est une salle d'une taille d'environ 80. On voit le podium ici au centre et on voit les tables rectangulaires. Mais à la base, c'est exactement le même principe que la toute première, la LPR 286. Au centre, c'est notre, si je ne me trompe pas, c'est notre plus grande salle. Je crois qu'elle a 120 places. Les tables sont rondes, on voit 3 moniteurs et il y a 10 chaises autour de chaque table. On voit les caméras vidéo, on voit les écrans. Il y a de la projection, mais il y a surtout des moniteurs. À droite, selon moi, c'est une de nos bonnes innovations. Donc, on a créé un laboratoire qui possède tous les équipements qu'on trouve dans la salle de classe, que le professeur peut simplement se déplacer et venir expérimenter avec l'équipement. On a toujours un technicien dans la salle ici qui peut aider les professeurs. C'est un walk-in, alors ils peuvent rentrer quand ils veulent. On voit les bureaux, le podium hydraulique et tout le reste de l'équipement.
Donc, est-ce que nos salles ont contribué à l'avancement de l'enseignement ou de l'apprentissage actif à l'Université d'Ottawa? Oui, sans doute, mais jusqu'à quel point, ça dépend. Premièrement, il faut parler des types d'utilisateurs. Donc, on a ceux qui en font, ceux qui croient en faire et ceux qui n'en font pas. Donc, chaque groupe est important. Parce qu'il me reste seulement que 5 minutes, je vais aller un petit peu plus rapidement. Donc, ceux qui en font, nos champions, c'est eux qui vont aller chercher les collègues pour venir expérimenter avec l'équipement. Le troisième groupe, donc je pense que le deuxième groupe, ça va de soi, c'est ceux qui intègrent un petit peu les technologies d'apprentissage actif et croient en faire plus qu'ils en font vraiment. Comment on sait? On a des gens qui sont dans les salles, qui observent, et on compare le data des entrevues des étudiants avec ceux des profs, et on voit qu'il y a un delta d'environ 15 %. Donc, les étudiants, selon les étudiants, il y a 15 % moins d'apprentissage actif que le prof en rapporte. Donc, ceux qui n'en font pas, il ne faut pas les négliger, ils ont une approche différente, mais nos salles ne sont pas conçues pour eux. Donc, si ces gens-là utilisent nos salles, leur expérience est négative, et donc c'est de la mauvaise publicité. Ça, ce n'est pas à négliger dans une institution comme un collège ou une université. D'ailleurs, le domaine, Alain Langlois peut certainement le témoigner, le domaine de la vidéoconférence, l'enseignement à distance, à ses tout débuts, a souffert beaucoup de ce genre de mauvaise publicité où il fallait presque s'agenouiller devant les professeurs pour qu'ils enseignent les cours à distance. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant que la technologie est plus solide, plus fiable, les réseaux sont meilleurs, les gens sont mieux formés, ça a tout changé maintenant. Les facultés, les départements viennent nous voir pour enseigner maintenant. Donc, rapidement, un mot de la fin. Un ancien vice-doyen m'a déjà dit que la pertinence d'assister à des colloques, conférences et symposiums se justifiait simplement si l'activité servait à clarifier, améliorer ou inspirer. Lors de la présentation de M. Alain Stockless hier, on parlait de salle du futur, qu'une innovation doit faire partie des valeurs existantes pour assurer sa pérennité. Et une question a été posée, à savoir si une innovation peut être une mauvaise innovation. Ça m'a donné matière à réflexion. Et je me suis demandé si, en fait, l'apprentissage actif est vraiment une innovation ou simplement que ce soit simplement les cours magistraux. En fait, plutôt que ce soit les cours magistraux qui sont une innovation. Je m'explique. À part l'Église et l'école, la majorité de notre apprentissage est faite en le faisant de façon expérientielle, c'est-à-dire en le faisant. On apprend à jouer au hockey en jouant, on apprend à élever les enfants en faisant. Donc, l'enseignement magistral est un phénomène relativement récent, rendu nécessaire en grande partie par la révolution industrielle. Alors, la question se pose, est-ce que l'apprentissage actif est vraiment une innovation ou simplement un retour à la source? Et si l'enseignement magistral est l'innovation, est-ce qu'on peut dire que c'est un succès? Donc, mon objectif aujourd'hui était, entre autres, de démontrer que l'innovation et le changement se produisent souvent de manière aléatoire, sans objectif précis. Dans notre cas, personne n'est venu nous demander des salles d'apprentissage actif. En fait, les salles d'apprentissage actif n'existaient pratiquement pas lorsque nous avons commencé à nous interroger sur le remplacement d'une salle désuète. C'est la nécessité de transformer cet espace-là en une salle utile qui a amené à la création de notre salle d'apprentissage actif. Je voulais aussi communiquer le message que l'expérience, l'observation est souvent aussi, sinon plus important que l'expertise technique. Par le biais de l'observation, de l'expérience et de la recherche, on a développé notre style unique de classe active, qui est aujourd'hui aussi pertinent aujourd'hui qu'il y était il y a 10 ans. Aujourd'hui, cette salle est reproduite dans de nombreux bâtiments plus récents sur le campus et dans d'autres universités à travers le Canada. Cette salle demeure très appréciée de nombreux professeurs. Enfin, peu d'innovations survivent dans un établissement comme la nôtre
sans support technique de qualité. Ceux qui sont du groupe de professeurs qui croient enseigner de façon active progressent grâce à un appui de nos services. Et en tant qu'experts techniques, notre responsabilité et notre mandat est d'assurer que les enseignants sont bien encadrés et qu'ils peuvent compter sur nous jusqu'à ce qu'ils puissent être complètement autonomes. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Alors, Denis, nous avons une question des gens sur le web. Oui, vous avez mentionné que les étudiants à distance pouvaient collaborer avec les étudiants dans la salle. Ai-je bien compris? Si c'est le cas, est-ce que les logiciels utilisés sont les mêmes en classe qu'à distance? Oui. Il y a quelques façons d'accomplir ça. Entre autres, nous, on utilise Adobe Connect dans tous nos cours. Donc, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Dans la salle qu'on a vue ici avec les différentes tables, les îlots, de faire des conférences séparées. On pourrait avoir jusqu'à 6 conférences séparées par Adobe Connect. Donc, on pourrait avoir un étudiant de l'extérieur avec 6 étudiants en salle de classe, entre autres. C'est un exemple. Merci. Denis, tu n'as pas d'autres questions? Non? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Je reviens sur la question de la collaboration étudiants en présence ou qui sont assis dans cette classe-là, étudiants à distance. Nous, dans notre collège, on a fait cette magnifique expérimentation-là. Et c'est les questions de son là, qui foutaient le bordel, ce qui fait qu'on essaie de même de faire des espaces à part parce que sinon, finalement, on finissait par avoir les étudiants à distance avec lesquels on pouvait faire des réunions ou des équipes virtuelles. Puis les étudiants en présence étaient en présence, là, mais c'est la question du son. Je ne sais pas comment vous avez solutionné ce magnifique défi. Le son est le problème perpétuel. C'est le même problème depuis 30 ans. C'est sûr qu'une voix, physique, là, une voix de quelqu'un qui est à côté de nous, c'est pas tout à fait la même chose qu'une voix qui vient d'un haut-parleur et c'est une voix plus dérangeante. Alors, c'est sûr que si on est dans une salle de la taille du LPR 286 que je vous ai montré et on a 6 conférences qui roulent en même temps, pratiquement parlant, c'est probablement pas la meilleure stratégie. Mais c'est possible. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire. En fait, tout est possible quand il y a un bon contrôle sur les volumes, par exemple, ou l'organisation du cours, ou la façon que le prof gère son cours. Tout est possible. Mais probablement qu'au niveau physique, au niveau du son, ce serait peut-être plus facile de le faire dans les plus grandes salles où les gens peuvent se disperser si, évidemment, la salle n'est pas remplie. Là. Donc, oui, c'est un bon point. Que le son demeure le problème numéro 1 dans le domaine. Merci beaucoup. Oui, Lise, j'aurais une autre question sur le web. Est-ce que les étudiants utilisent tous des micro-casques? Dans nos cours desktop, dans les cours parmi les 150 ou 160 qu'on offre par année, il y en a une bonne partie de ces cours-là qui sont des cours desktop, alors qu'on parle du professeur qui enseigne dans une salle de mettons, 18 places, avec, mettons, 10 personnes à Ottawa et peut-être 4 ou 5 personnes à l'extérieur. Les gens à l'extérieur, on leur conseille fortement d'avoir un micro-casque. Et on leur conseille fortement de faire des tests avec nous avant le début du cours. Parce qu'il y a énormément de possibilités de permutations ou de problèmes qui peuvent se poser sans qu'on soit capable de les corriger avant le cours. Nous avons une question ici, oui. Oui, juste rapidement. Comment vous mesurez exactement, sans aller dans le détail, l'impact sur l'apprentissage de ces nouveaux environnements-là? Est-ce qu'il y a une méthodologie derrière ça? Ou? Excusez-moi, j'ai manqué le début de la question parce que je ne voyais pas le micro. Comment vous mesurez l'impact sur la qualité de l'apprentissage ou d'une salle en particulier? Vous l'avez mentionné rapidement, mais est-ce qu'il y a une méthode pour faire ce genre d'évaluation-là?
Oui. Il y a 3 ans, quand notre service a été jumelé, on a créé un service d'évaluation, de mesure, pour justement être en mesure de pouvoir dire nos actions ont contribué au meilleur. En fait, non, ça ne fonctionne pas. Donc, on a un service qui fait des gens qui s'occupent de faire les mesures, les évaluations. Donc, quelles sont les méthodologies? Je ne suis pas certain, mais c'est certainement un comparatif avec un cours similaire qui n'est pas en distance. Alors, une dernière question avec Olivier. Il est juste là. Ah, il va aller où? C'est bon. Ah non, lui, ses questions sont toujours compliquées. Bonjour Marc. Oh non! Non, moi je voulais juste dire un grand merci pour la présentation, et puis pour vivre, parce que moi je vis, j'ai la chance de vivre, et je trouvais que ce qui était un plus, c'était le support téléphonique. C'est-à-dire que dès qu'on a un petit souci, on téléphone à distance, et puis on a la réponse, comme dans les 15 minutes, j'ai fait des cours à distance, ou un petit souci, boum, distance rappel, bam, c'est fini. Et donc la réactivité, lorsqu'on vit un problème de son, c'est sûr que ça c'est gagnant. Puis je suis avec des collègues qui ne sont pas tous très techno, et puis fondamentalement il y a tout le monde qui vit des belles expériences. Et par rapport au son, les petits micros qu'on appuie sur les tables pour pouvoir collaborer sont vraiment d'une qualité impressionnante. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas oublier d'appuyer dessus quand on parle. Donc là il y a un petit peu d'éducation en disant pouvez-vous mettre le micro. Et puis mon dernier commentaire, toujours en termes d'expérience étudiant, c'est que quand on met sa caméra, ça incite les autres à mettre leur caméra aussi. Et donc la caméra apporte une présence supplémentaire qui fait qu'on participe davantage. Donc il faut juste vaincre la timidité, puis ce n'est pas une obligation, mais si un étudiant met une caméra, le deuxième va y aller, le troisième, et puis là ça commence à rouler vraiment plus important. Donc le support vraiment est super. Et puis voilà. Merci. Merci beaucoup pour la question, Olivier. C'est très apprécié. Je voulais juste pour ajouter à ça, je crois beaucoup aux détails dans tout ce qu'on fait, puisque je pense que ce que je prends de ta question, c'est que les détails sont très importants, puis on essaie toujours justement de s'assurer que tout est considéré avant le début des cours. Merci. Alors, vraiment une dernière question. C'est pas une question, je voulais juste corroborer ce que Olivier vient de dire parce que j'ai eu la chance d'enseigner dans ces salles-là. Et l'équipe technique est extraordinaire. C'est toujours derrière soi. Donc, campus hors campus, asynchrone, synchrone, c'est extraordinaire. Bravo. Je tiens à le dire publiquement. C'est vraiment une équipe hors pair, en arrière des professeurs et toujours là. Donc, pour le son, ce que vous avez posé comme question, en arrivant, il y a toujours un technicien qui vient, s'assure de faire le test et aussi, ils sont toujours présents pendant les cours. Donc, bravo. Ben, merci. Merci. Je vais en profiter, je vais te lancer des fleurs aussi, Marc. Tous ceux qui ont suivi un atelier un jour ou l'autre, sans faire exprès avec le REFAD, lorsque vous avez le pont audio, bienvenue au pont audio de l'Université d'Ottawa, c'est Marc Villeneuve. Ah! Et moi, ça. C'est vous, c'est lui, ça. Et la fameuse étoile 6, qui règle ça, c'est l'équipe de Marc Villeneuve. Alors, moi, je lève mon chapeau à Marc parce que dès qu'on a un problème, avec toutes les années avec lesquelles on a collaboré avec vous, ça a été souligné à quelques reprises, votre équipe technique, ce que vous avez mis en place, là, chapeau. Alors, une bonne main d'applaudissement encore une fois. Merci, Marc. Merci. Nous sommes rendus au dîner, le dîner étant une gracieuseté du campus Saint-Jean de l'Université d'Alberta, où nous irons l'an prochain. J'invite Mme Martine Pellerin à nous dire 2 mots. C'est 2 mots ou un petit mot? Quelques petits mots. On a un petit visuel aussi, parce que comme on a dit ce matin, le visuel est très important. Donc déjà, certains de vous nous ont entendus hier crier lorsque Lise a été élue. Donc on est une équipe extrêmement active, dynamique, passionnée. Donc encore une fois, je suis Martine Pellerin.
Je suis vice-doyenne à la recherche et à l'innovation. J'ai plusieurs chapeaux et je suis entourée d'une équipe fantastique que dans quelques instants, je vais présenter, entre autres ma collègue Lise. Oui, je suis Lise Nuihire, coordonnatrice principale innovation. Et hier, j'ai eu le privilège d'être élue sur le conseil d'administration. Alors, vous allez me voir malheureusement un peu plus souvent. Et je remercie à tout le monde qui m'ont appuyé. Bonjour, je m'appelle Jean Mongrain. Moi, je suis directeur du Centre francophone d'éducation à distance de l'Alberta. Donc, nous sommes une école virtuelle qui offre des services aux élèves du secondaire. Donc, de l'Alberta, du Yukon, du Nunavut et aussi des territoires du Nord-Ouest. Bonjour tout le monde, Olivier Alfieri. J'ai la chance d'accompagner les professeurs dans le nouveau modèle de présence et d'interaction sociale qu'on fait au campus. Donc c'est vraiment un travail très intéressant et très riche. Et un grand merci à Martine et Alice pour cette belle collaboration. Je dois avouer que je suis allée chercher à Ottawa. Donc, merci Ottawa. Donc, bien, comme vous savez, on va recevoir, donc c'est un rendez-vous. Le REFAD 2020, le 28 et le 29 mai à Edmonton, Campus Saint-Jean en Alberta. Donc, oui, on continue là. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, on est un petit campus, mais avec beaucoup de vie, avec un très grand cœur. C'est un campus totalement francophone, dans un contexte qu'on appelle contexte milieu minoritaire. On en a parlé hier. Et on fait partie, on dit toujours le meilleur des deux mondes, on fait aussi partie d'une très grande université, une des 4e ou 5e plus grandes universités du Canada. Et donc, c'est une université anglophone. Donc, on voit le petit campus qui est vraiment bien super. Et on a aussi le beau grand campus de l'Université de l'Alberta. Et comme avec l'équipe ici, donc les acteurs qui vont être impliqués, donc il va y avoir la faculté. Lorsqu'on dit la faculté, parce que c'est une faculté interdisciplinaire, donc on a les programmes de sciences naturelles, sciences santé, éducation, arts, langue. Donc c'est quand même c'est une petite faculté, mais très diversifiée. On a aussi ce qu'on appelle le centre collégial qui fait partie du campus Saint-Jean, qui va participer dans l'ensemble de l'organisation du colloque. On a aussi la communauté francophone parce qu'on a un lien de très, très près. La communauté nous informe, on travaille avec eux, autant pour l'enseignement que pour la recherche aussi. Et comme on a dit, pour vraiment faire vivre cette francophonie-là. Lorsqu'on parle de francophonie aussi, on a nos écoles d'immersion qui font partie de cette francophonie-là et on a toute une nouvelle francophonie aussi diversifiée, internationale. Donc, ensemble, on va participer. Ce sont des acteurs qui vont se joindre à nous. Et, comme l'a indiqué Jean, on a aussi les conseils scolaires. Donc, on va avoir les conseils scolaires francophones qui incluent aussi les programmes d'immersion, mais aussi il y a des conseils anglophones qui ont des programmes d'immersion et autres. On veut vraiment aller aussi les chercher. Donc, ça va être une équipe, encore une fois, très, très dynamique et très diversifiée. Et comme j'indiquais, ce campus ici, je pense que on revient un petit peu en arrière, mais c'est une faculté, c'est le centre collégial. Et ce qui est très, peut-être pas unique, mais on est extrêmement fiers, c'est une clientèle vraiment diversifiée. Je pense qu'à travers le Canada, on voit un changement au niveau de la clientèle, autant au niveau élémentaire, secondaire, postsecondaire, diversifié, en réponse aussi avec les étudiants qui nous viennent un peu de tout partout, avec différents bagages culturels, linguistiques, religieux, ce qui fait qu'ensemble, on bâtit. Donc, c'est aussi notre très grande fierté au Campus Saint-Jean. Et puis ben, c'est certain, il ne faut pas l'oublier quand même. Là. Donc, on vous promet aussi une belle aventure. Ceux qui sont intéressés, ben, on pourrait contribuer à organiser un petit tour dans les belles montagnes. Donc, j'ai vécu longtemps dans les montagnes. Je suis un peu une chef des montagnes. J'ai vécu à Calgary, à Banff, Canmore. Donc, je connais bien les environs. Donc, pour certains, c'est peut-être une façon de vous attirer aussi. Ben,
D'abord le colloque et par la suite les montagnes. Donc, c'est aussi un très beau coin du pays. Donc, on est encore une fois vraiment, on dit excité, emballé de vous inviter, de vous voir à Edmonton l'année prochaine, 2020, 28-29 mai. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour se promener dans les montagnes de l'Ouest canadien, il faut avoir le ventre plein. C'est l'heure du dîner. Mais je vous rappelle que je vous ramène ici à 13h30. Vous nous laissez vos évaluations si vous devez quitter. Il nous reste 3 communications cet après-midi, donc le temps est compté. Bon appétit!